Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance de l'IRER couplée avec une séance de mon séminaire. Donc, nous nous sommes transportés, quelques étudiants et moi-même, depuis la Maison de la Recherche jusqu'en ces lieux, pour évoquer un ouvrage monumental, on peut le dire, euh, Les souvenirs inédits du cardinal Grant, présenté par Frédéric Lemoine. Je pense qu'il n'est pas nécessaire ici de présenter trop longuement. Il est connu pour ses travaux sur l'épiscopat français du XXe siècle et en particulier pour le fameux dictionnaire des évêques de France du XXe siècle, coordonné avec Dominique-Marie Dauzé il y a quinzaine d'années maintenant. 2010. Voilà. Et puis, une habilitation à diriger de recherche, au passage, déjà sur Grant, qui a été soutenue à l'Université Lyon 2 sous la direction de Christian Sorel. Et donc, aujourd'hui, cet ouvrage que Frédéric va nous présenter dans quelques instants. Auparavant, je vous présente mon voisin de gauche, Alexis Hamelin, donc, qui est archiviste de la ville de Saumur et qui a travaillé au Mans, si je suis bien renseigné, sur Monseigneur Grant et l'écriture des souvenirs dans deux mémoires de master. C'est ça. Si j'ai été bien informé de votre parcours universitaire. Alors, quelques mots sur cet ouvrage. Je dois vous avouer que je n'ai pas eu beaucoup le temps de le lire puisque je l'ai reçu avant-hier. Donc, tout de même une somme imposante. J'ai vu que circulait une image que Frédéric a placée sur son PowerPoint. C'est la première page des mémoires, des souvenirs du journal, plus exactement, du cardinal Grant, et il y est question des carnets de Baudrillard. Alors, ça m'a conduit à une réflexion. D'abord, j'ai eu l'occasion de lire, pas non plus l'intégralité des carnets de Baudrillard, mais enfin, j'en ai pas mal d'exemplaires chez moi, enfin de tomes. Et c'est effectivement un travail tout à fait impressionnant. Ce qui m'a frappé, c'est que finalement, pour avoir travaillé sur l'épiscopat du XIXe siècle, je me suis fait la réflexion qu'au XIXe siècle, les évêques n'écrivent pas leur mémoire, n'écrivent pas de journal. La seule exception, à ma connaissance, mais il n'est pas évêque au moment où il commence, c'est le marquis de Bombelle, dont le journal a fait l'objet d'une très belle édition il y a quelques années. Et, mais à part cela, je ne crois pas, peut-être que on me démentira dans la salle, je ne crois pas qu'il y ait eu de journaux tenus par les évêques. Ce qui pose question parce que à une époque quand même où l'écrit était particulièrement développé, où beaucoup d'entre eux encouragent à des travaux d'érudition, aucun finalement n'a pris le temps, peut-être ne l'avait-il pas, aucun n'a pris le temps de tenir un journal régulier, parce que tenir un journal, on va sans doute y revenir, ça prend du temps, il faut pouvoir y consacrer un certain nombre d'heures, probablement par jour, mais cela, vous allez nous l'expliquer. Euh, Baudrillard, on va donc en reparler, je pense. Ce qui m'est apparu dans le feuilletage du journal du cardinal Grant, c'est d'abord l'extrême précision avec laquelle il relate les événements qu'il décrit. On songe évidemment à la période de la guerre, dont je pense que vous reparlerez tout à l'heure, mais aussi à toute une série d'éléments sur ses relations avec le pape. J'ai beaucoup aimé la conversation, ça ne vous étonnera pas, que Pie XI et le cardinal Grant ont à propos de la mémoire et de la façon, comparant Pie XI à Napoléon, la façon dont finalement ils révisaient leurs notes avant même d'arriver dans une paroisse ou dans un diocèse, ce qui est particulièrement amusant. Alors, beaucoup d'éléments dans ce journal, énormément, il suffit de regarder, c'est assez commode l'index, énormément de personnalités citées,
naturellement. Alors ça va des papes jusqu'à des quidams qu'on ne connaît pas forcément, en passant par tous les grands noms de l'épiscopat de cette époque, mais aussi tous les grands noms de l'Académie française, avec euh, ces réflexions, je pense en particulier à la Libération, sur l'éventuelle épuration de l'Académie. Alors, ben, je crois que je vais passer tout de suite la parole. C'est toi qui commences, hein. Oui. Voilà, donc on va tourner l'écran Très et bien. Temps d'une il a un petite micro. manipulation sur les carnets. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jacques-Olivier Boudon, pour votre accueil. Martin Dumont également, pour l'accueil de l'IRR et de l'organisation. C'est vraiment très chaleureux, un remerciement très chaleureux hein, que j'adresse aujourd'hui, parce que ça me donne l'occasion, évidemment, de vous présenter une source, le journal Grant, hein, sur lequel, évidemment, Jacques-Olivier Boudon a déjà finalement fait ressurgir l'originalité. Et ça va être l'occasion également d'introduire plus largement le thème du journal intime, du journal personnel tenu par un membre de l'élite française, incluant une petite forme de comparaison également. Il y a quelques semaines, j'étais devant mon ordinateur à Brest pour suivre la passionnante conférence de l'IRR sur les carnets Veuillot, hein, de François Veuillot, du conclave. Et évidemment, ça donne source à comparaison. Et comme il a été évoqué par Jacques-Olivier Boudon, je suis un adepte du croisement. Et je dois dire qu'ici, j'ai été particulièrement servi parce que, en effet, le croisement, il est incarné par le croisement premier, si vous voulez, à l'origine du journal Grant, qui est le croisement des carnets Baudrillard. Alors vous allez voir, ça ne tient pas de l'exercice parallèle complément théorique, c'est vraiment une naissance qui eh bien, est complètement imbriquée avec ce journal, avec ces carnets Baudrillard. J'essaie de trouver ma diapo, je suis un peu embêté pour le public. Je vais m'excuser un peu du jonglage. Je- Question technique, Martin va venir à ma rescousse. Voilà. Merci bien. Merci. Très bien. Merci. Alors, les souvenirs Grant au croisement du journal Baudrillard, 1912-1995. Les dates vont vous intriguer. 1912, pourquoi? Tout simplement parce que Georges Grant était amené à devenir vice-recteur de l'Institut catholique et son évêque, l'évêque de Coutances, hein, Monseigneur Gérard, l'a bloqué hein, pour rejoindre Alfred Baudrillard. Autre croisement, 1914. Georges Grant est alors sur le départ, il doit rejoindre les facultés catholiques de Lille pour un poste de recteur, au moment même où Alfred Baudrillard commence son journal. Un journal qu'il dévoile, comme vous le savez certainement, en lisant les carnets, mais en connaissant également les passages de carnet Baudrillard, pardon, lequel il va évoquer telle lecture d'un jour au cardinal Gaspari, et il se trouve que Georges Grant est lui dans la confidence régulièrement des carnets Baudrillard, donc il en a connaissance, et il en a tellement connaissance, si vous voulez, que il va commencer son propre journal le 21 août 1921 en faisant directement référence au carnet Baudrillard. Donc, précisons les choses. Hein. Georges Grant est évêque depuis 1918, évêque du Mans, et il commence un beau jour d'août 1921 à écrire ses carnets. Alors, il faut rappeler en circonstances de fond qu'il vient d'écrire son récit du voyage au Levant. Donc, il est dans l'écriture, si vous voulez, il tient son journal dans ces circonstances. Mais cette page inaugurale, elle a un sens vraiment très, très marqué
de se démarquer du cardinal Baudrillard. Alors, je le cite, hein, je crains, d'après l'exemple de Monseigneur Baudrillard, qu'on ait tendance à consigner trop vite des impressions qui gagneraient en justesse et en charité à n'être point sitôt faites. J'ai entendu ce digne prélat me lire des fragments de son journal quotidien. Alors, ce constat va amener une série de conséquences. La première est celle du choix de titres des carnets Grant, intitulés Les souvenirs. Hein, sa première page, il parle de journal intime, mais il l'intitule Souvenirs. On voit très clairement une manière de se démarquer d'Alfred Baudrillard. Il se démarque très simplement dans l'écriture, en préférant, par nature, écrire le lendemain matin. Alors, on apprendra un peu plus tard qu'il écrit souvent au lit, d'ailleurs, pour préciser les choses. Et donc, il se démarque un petit peu de l'écriture nocturne de Baudrillard, hein, comme vous le savez, qui écrit ses carnets en bon mémorialiste, bon historien, j'allais dire, à la fin de la journée, à la fin et même dans la soirée, en trouvant l'énergie, d'ailleurs, évoqué Jacques-Olivier Boudon, pour écrire son journal. De la même manière que le discours le ranimait, on peut dire que, d'une certaine façon, le journal aussi ravivait sa flamme. Alors, vous le verrez en lisant les souvenirs, on a évidemment un jeu de relations avec Baudrillard qui va continuer très longtemps, avec le cardinal Dubois aussi, hein, en parallèle, donc un jeu de relations humaines et diaristes, hein, comme on peut le voir. Une succession de carrières évidemment très importante, puisque Georges Grande va être élu à l'Académie française grâce à Alfred Baudrillard, hein, qui est désormais son parrain académique, et la carrière qu'il n'a pas, on reviendra peut-être sur des questions de carrière, la carrière qu'il n'a pas en tant qu'archevêque sous Pie XI, il l'obtient dans le camp nationaliste, dans la droite académique, grâce au soutien du cardinal Baudrillard. Ce n'est pas un successeur de Baudrillard, du moins à l'Académie, mais ça en a, en tous les cas, tout l'air. Cette carrière continue, évidemment, et on arrive à la période de l'occupation, on traitera Alexis tout à l'heure, avec la mort de Baudrillard, qui est un moment assez important également dans les carnets Grant, et je vais expliquer pourquoi. Les circonstances sont celles-ci. La mort de Baudrillard, c'est mai 1942. L'oraison funèbre prononcée par Georges Grant, c'est novembre 42. Donc, il y a presque 6 mois entre les deux événements. L'oraison funèbre, dans ces circonstances de la collaboration, hein, du Paris occupé, hein, c'est tout un enjeu symbolique très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Georges Grant, en fait, a été mandaté par le cardinal Suard, et moins par l'Académie qui laissait ça finalement en suspens. Et finalement, c'est davantage le cardinal Suard qui demande l'oraison funèbre à Georges Grant. Et il y a un aspect là qu'il faut relever, c'est que en réalité, il y a aussi la question des fameux carnets, hein, qui se pose que faire de ces carnets qui inquiètent Emmanuel Suard. Hein, c'est quelque chose qui a beaucoup inquiété ses prédécesseurs également. Les cardinaux Dubois et Vernier, hein, plutôt Dubois d'ailleurs, qui s'est préoccupé de ce qui allait advenir, enfin, de ce qui allait être révélé au moment par le recteur. Alors, donc concrètement,
le cardinal Suard, le cardinal, pardon, excusez-moi, avec les noms, parfois je vais peut-être vous embrouiller en citant l'un pour l'autre, mais j'ai essayé de. George Grant a donc cherché enfin, avait à la fois écrire l'oraison, qui n'a pas été une mince affaire. Bon, vous le savez, il a effacé les années de collaboration. Hein, il ne les a pas évoquées, mais il a fait autre chose également. Il a été une sorte d'exécuteur testamentaire aussi pour les carnets Baudrillard. Et voici ce qu'il raconte le 17 septembre 1942. Je cite Georges Grant. Jeudi matin, donc 17 septembre 42, j'ai reçu chez mes neveux, les neveux qui habitent rue des Saints-Pères, le neveu est avocat, Mademoiselle de Vim, c'est la cousine enfin c'est la nièce du cardinal Baudrillard. Elle a remué naturellement le souvenir du cardinal Baudrillard et de ces dernières années. Elle me montre le dernier carnet du cardinal. Je le parcours plus que je ne le lis, car je veux respecter son désir que le temps passe avant la publication de son journal. Ce carnet ne pourra servir sa mémoire. J'exprime, Mademoiselle de Vimes, mon regret que le journal du cardinal ne soit pas légué à une organisation comme l'Institut catholique, qui pourrait, le moment venu, discerner ce qui mérite publication. Cette rédaction s'accompagne aussi de quelque chose de personnel à Georges Grant, puisqu'il va lui-même commencer à rédiger son testament. Longue affaire qui va prendre à peu près 10 ans pour à peu près être finalisée. Et en 1942, il fixe quand même les choses. Contrairement à ce qui se passe avec Baudrillard, lui, il va fixer clairement les choses. C'est-à-dire une remise à Solesmes, à l'abbaye de Solesmes, charge à elle de garder les carnets pendant 50 ans. Il y a une petite incise intéressante quand même dans le testament. Il fixe à un biographe bien attentionné la liberté contrôlée de consulter les papiers pour une biographie qui serait, pourquoi 20 ans? Qui est attendue au bout de 20 ans, parce que, Grant l'écrit, il faut des témoignages pour rendre vivant, pour rendre vivant la biographie. Il faut donc ne pas attendre trop longtemps avant qu'elle se passe. En guise de biographie, le cardinal Grant n'a pas été franchement servi, puisqu'il est devenu cardinal dans l'intervalle, fait cardinal par Pie XII. Le cardinal Grant meurt en 1959. Il a la prudence, d'une certaine façon, de commander une biographie de Louis Guérand, qui est un journaliste de Ouest France, qui fait une biographie, mais bon, à la mode du temps, c'est-à-dire qui ne peut être que laudative. Et le concile passe, j'allais dire. La période post-conciliaire bat son plein. Et en 1995 surgit une biographie un peu retentissante due à la plume brillante de Christian Gury. Christian Gury, c'est un littéraire, un avocat qui est spécialisé, qui écrit beaucoup sur le monde littéraire, qui s'est spécialisé dans une certaine forme d'écriture biographique, tout à fait talentueuse d'ailleurs, il faut le dire. Et cette biographie, le cardinal Grant, des Maisons Closes à l'Académie française. Alors, c'est une biographie bien informée, mais en fait, le but de son livre, je l'écris d'ailleurs dans une note de bas de page, c'est de travailler sur la réputation du cardinal Grant. Réputation, c'est-à-dire des anecdotes incroyables, les plus incroyables les unes que les autres, une sorte de pot-pourri d'anecdotes, tout à fait fascinant parce que toujours informé par par une mémoire entretenue dans le clergé, du monde journalistique, du monde des avocats, donc informé à la meilleure source, et
ce qu'attendait finalement Georges Grant, hein, c'est-à-dire des témoignages pro-domo, ben, se retourne complètement contre lui et on va retrouver en fait tout l'inverse par la force des choses, hein, et peut-être facilité par la circulation d'après-concile, etc. Je suis obligé d'aller un peu vite, mais s'il y a des questions, on pourra y revenir. Voilà donc une étape. Alors, venons-en maintenant au dévoiement éditorial, hein, tel que le XXIe siècle le produit finalement, et il faut l'expliquer, hein, ce dévoilement éditorial. Euh, c'est pas si souvent en termes d'archives d'Église de France, hein, que un fonds comme cela, un fonds diocésain, nous tombe dessus, j'allais dire, hein. On est évidemment, beaucoup d'historiens de cette salle ont surtout été marqués par l'ouverture des archives Pie XI, des archives Pie XII, à juste titre, puisque le matériau nous occupe encore aujourd'hui, mais j'avais été surpris lorsque on m'avait parlé de ce fonds diocésain de Grande qui était, j'allais dire, éteint, enfin, qui était vraiment, qui n'existait pas, hein. Quand j'avais, Jacques-Olivier Boudon a eu la gentillesse de rappeler ma thèse, j'avais fait un petit peu non pas le Tour de France, mais quand même l'évaluation des fonds diocésains, et Grande, c'était un petit peu d'ailleurs pour moi le personnage un peu pas invisible, je le voyais à travers l'anecdote de Gury, et je n'avais pas pu aller aux archives du Mans, tout simplement. Donc ça a été une découverte. Alors, il faut juste rappeler quelques circonstances rapides, hein, de l'ouverture des archives Grant. L'évêché était en déménagement. Vous verrez d'ailleurs, on voit une photo ici de l'évêché du Mans. Je vous incite, si vous ignorez le site, à vous y rendre, parce que c'est formidable, hein. C'est un lieu magique, près de la cathédrale Saint-Julien. Enfin, j'espère pour vous que vous connaissez ce lieu. Donc, tout simplement, l'évêché était en cours de déménagement vers la maison de Saint-Julien, donc un édifice moderne. Et Monseigneur Le Sceau, que vous voyez ici, qui est aujourd'hui évêque d'Annecy, évêque du Mans depuis peu finalement, on demande à l'historienne Brigitte Voiché, hein, regrettée historienne, historienne de Monseigneur Duchesne, hein, et enseignante à l'Université du Mans, très proche d'ailleurs des milieux d'archivistes, hein, avec Charles Molette, etc. C'est Brigitte Vacher qui a été chargée de mener le classement des archives Grant et de confectionner notamment un précieux inventaire. Ces archives ont donc été, comme on dit, valorisées, hein, par l'équipe de Brigitte Vacher, Stéphane Tison, Dominique Avon, qui était alors au Mans, qui est aussi associé à cette aventure. Et il m'avait invité également à participer à ce premier ouvrage, si vous voulez, de synthèse sur le canal Grant, qui avait d'ailleurs associé Alexis Emelin aussi pour tout ce qui est l'iconographie. Je dois aussi, parce que c'est le lieu sans ternir les mémoires, je dois aussi dire que il n'y avait pas priorité des archives, enfin, il y avait priorité sur les archives, il n'y avait pas priorité sur les carnets. Pour diverses raisons, je pourrais, si vous le souhaitez, les évoquer dans la discussion. Une forme peut-être d'embarras face à cette source. Peut-être tout simplement un souci de Brigitte Vacher, que je peux tout à fait comprendre, la priorité pour elle, c'était une biographie de grande, peut-être pas, une monographie diocésaine qu'elle attendait, en fait, que j'ai bien senti dans les discussions qu'elle attendait d'un étudiant, une thèse, une belle thèse qui d'ailleurs, on attendrait, hein, sur ce plan-là. Et Brigitte Vacher, c'est vrai qu'elle avait écrit dans le dictionnaire des évêques ses sentiments sur l'ouvrage de Gury,
elle était excédée en fait par le grand anecdotique. Euh, il faut dire qu'au Mans, on entretient aussi, notamment dans les cercles d'érudits locaux, etc., qui finalement s'en délectaient. Et sans parler du maire qui était aussi, enfin, qui a écrit sur le sujet. Donc, sûrement que l'historienne en avait un peu ras-le-bol finalement de cet univers Manceau et aspirait à autre chose. Mais c'est vrai que nos discussions n'ont pas été totalement abouties lorsqu'elle a vu que je m'intéressais au carnet Grant et que, en guise de doctorant, elle avait un masterand brillant qui lui-même s'intéressait à ces carnets. Donc, chacun dans son coin, finalement, on a fait notre affaire avec ces carnets, grâce à une nouvelle génération d'archivistes, d'ailleurs, qui a beaucoup mieux compris le projet. On a pu avancer sur ce terrain. Et il faut remercier aussi se féliciter du changement de génération. En effet, en mai 2022, ça commence à aboutir, cette affaire. Le diocèse du Mans organise pour les 150 ans du cardinal Grant une exposition qui a eu un fort succès, où ont été exposés pour la première fois les carnets Grant, et c'était peut-être pour le diocèse une forme de révélation publique. J'ai fait une conférence à ce moment-là aussi, j'annonçais la publication, mais je dois dire aussi que j'ai eu quelques, euh, quelques propos un petit peu embarrassés d'autres personnes. Je jetais là un peu les choses. Le point de vue de l'institution, quand même, il a ressurgi hein, d'une certaine façon, parce que il a bien fallu que, ayant travaillé dans l'ombre, à l'ombre du Covid d'ailleurs, pour une longue part de ma retranscription, il a bien fallu que je présente ce travail à l'évêché. Alors, sans trahir les secrets, mais on est dans une vacance de siège, ça rendait les choses un peu compliquées, et je craignais un petit peu le veto de l'institution pour diverses raisons, mais ce veto, je dois en féliciter, vous n'aurez pas eu le livre publié autrement, il a été levé, donc c'est quand même, il faut reconnaître à l'institution, et finalement, une forme de respect du testament de Grant également. Mais il y a eu quand même une interrogation qui m'a été exprimée par le vicaire capitulaire hein, le 12 août 2022, qui m'a écrit ceci. Une question surgit. L'absence quasi totale d'allusion au ministère du cardinal dans le diocèse du Mans et sur ses relations avec les prêtres ou les fidèles reflète-t-elle réellement le contenu des carnets ou un point de vue du présentateur, mis cela en gras, qui aurait préféré mettre l'accent sur les relations avec les hommes politiques et les hommes de lettres? Il serait bien, dans tous les cas, de le préciser dans l'introduction. On retrouve la vieille idée de Brigitte Vachier de la monographie diocésaine, ou en tout cas de l'action pastorale à mettre en avant. Alors j'ai répondu au vicaire capitulaire en éditeur, finalement, hein, le plus commode pour répondre, puisque c'était ainsi que je me présente. Hein. J'ajoute, comme vous l'avez souligné, je réponds ceci. J'ajoute, comme vous l'avez souligné, que le cardinal Grant attribuait à ce texte un statut mémorialiste. Il n'était pas celui de rendre exactement compte de ses activités de pasteur à la tête de l'église du Mans. Il a à ce titre un passage révélateur dans ses carnets, je ne sais plus à quelle page, qu'il faudrait relire, et qu'il faudrait relire les discours du Nouvel An de sa semaine religieuse pour avoir un panorama des activités du diocèse. Il dit ça un petit peu dans un moment de fatigue. Je ne vais pas raconter finalement ce que l'on peut lire dans la semaine religieuse, ce que je peux raconter dans le discours de la semaine religieuse, ce que je peux raconter aussi dans les 8 ou 9 tomes d'œuvres éditées. Référez-vous à ça. Moi, j'écris mon journal hein, d'une certaine façon. Et donc, je ne fais finalement que répéter, de reproduire le propos de Georges Grant, finalement, qui est de dire mon carnet, ça tient d'une composition, une forme de composition. Il avait écrit un livre
fameux dans les collèges catholiques, la composition et le style. Donc, c'est un art de la composition, donc un style littéraire, mais qui, en effet, retranscrit au jour le jour, finalement, les éléments qu'il souhaite et ce qu'il souhaite taire également. Hein, donc, vous trouverez peu dans ce livre de révélations, j'allais dire, sur les affaires actuelles, hein, des abus notamment. Il y a quand même une référence à l'abbé Pierre, puisque il est présent comme membre de l'ACA, l'Assemblée de 1957, dans laquelle, eh bien, les évêques sont au courant, évidemment, enfin, évidemment, sont au courant de l'hospitalisation en Suisse de l'abbé Pierre. Donc il y a des mentions quand même, hein, quand on regarde, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. L'évêque Georges Grant a fait soin quand même. Il savait très bien que ça allait être publié. On verra d'ailleurs avec Alexis les censures qui sont nombreuses. Donc c'est pas cela qu'on attend, mais il y a quand même tout le reste. L'art de la confidence à la manière Baudrillard, le souci de laisser une trace à la postérité. Alors, de manière un peu, pour terminer mon exposé, je, je répondrai aussi au vicaire capitulaire avec un deuxième tome. Hein, j'en ai pas eu assez finalement de la transcription et je vais ajouter le commentaire. Et le commentaire, en fait, c'est pas le commentaire gratuit, hein, c'est le commentaire de l'enquête historique. Bon, le titre là, normalement les choses doivent paraître en octobre. Alors, je le fais pas pour la publicité, hein, mais je le fais en fait pour mettre en avant l'enquête, ce que l'on est, j'allais dire, ce qui nous passionne d'une certaine façon. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée à côté de Jacques-Olivier Boudon pour esquisser un peu un point de parallèle. Nous avons commencé par, j'allais dire, par une thèse sur la carrière ou sur les générations épiscopales pour mon compte. J'ai écrit un livre sur la carrière épiscopale. Un dictionnaire de direction aussi qui nous est commun. Alors, je suis resté dans le champ épiscopal. Hein, je n'ai pas tenté plus loin, finalement, mes chemins. Mais le bureau de Georges Grant, si vous voulez, c'est un peu mon plancher de Joachim. Hein. C'est un sujet d'enquête et je le vois ainsi comme, en fait, l'intérêt qui m'a animé, en fait, dans cette transcription de Georges Grant, c'est un évêque, ça, je ne peux pas me cacher, évidemment, de cette spécialité, mais c'est surtout, en fait, les étapes du dévoilement, en fait, et la forme de dévoilement qui m'a beaucoup intéressé. Et dans ce parcours-là, le plancher de Joachim a aussi compté hein, dans l'écriture de ce travail. Merci. Merci beaucoup Frédéric et aussi pour le petit clin d'œil au plancher. Je crois on va sans transition vous donner la parole et ensuite on échangera avec la salle. Alors, il faut que je fasse une petite manipulation délicate. Oui, ce sera plus. Ok. Parfait. Alors, parfait. Hop, ça c'est bon. Eh bien, tout d'abord, merci à vous d'être venu. Merci à Martin Dumont, à Jacques-Olivier Boudon de m'accueillir ici. Et merci à Frédéric Lemoyne aussi de... Ah, il faudrait que je rapproche. Voilà, est-ce que je peux aussi prendre... Hop là. Je suis un coup de câble là. Est-ce que ça va être mieux maintenant? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc merci aussi à Frédéric Lemoyne d'avoir voilà, réalisé cet ouvrage de publication des souvenirs de Monseigneur Grant. C'est un voilà, qui trouvera selon son public, je pense.
C'est une source qui est extrêmement intéressante. Donc j'espère qu'on pourra vous le démontrer ce soir. Donc j'ai travaillé dessus, oui, pendant 2 années. J'ai profité de l'ouverture justement de ce fonds d'archives en 2016, à partir de 2016, pour réaliser mes travaux de recherche. Le premier justement sur ces carnets de souvenirs qui étaient jusque-là inexploités. Et mon objectif, c'était de définir ces carnets. Euh, Pourquoi Monseigneur Grant les a écrits, à quel rythme, quand, de quelle manière. C'était vraiment de définir cette relation entre Monseigneur Grant et ses carnets. Et c'est un préambule aussi à mon second travail de recherche sur Monseigneur Grant sous l'occupation, car on disait beaucoup de choses sur les prises de position de l'évêque du Mans sur cette période, sans jamais aller voir forcément les sources. Et donc, c'était d'aller voir aussi, revoir ce qu'il a vraiment dit ou ce qu'il a exprimé euh, au cours de cette période, en utilisant ces carnets de souvenirs, en utilisant cette source qui jusqu'alors n'avait été jamais exploitée pour vérifier ou non ses propos. Donc tous ces travaux sont en ligne, hein, notamment sur le site de la Bibliothèque universitaire du Mans. Donc si vous voulez consulter de manière plus détaillée, enfin, voilà, je vous invite à aller voir ça en ligne. Donc c'est les Monseigneur Grant, ses premiers rapports à l'écriture personnelle. L'écriture personnelle datent déjà de bien auparavant, déjà 30 ans auparavant, dès 1891, il a fait son projet de mémoire. C'est un projet qu'il a appelé Choses et autres, qu'il n'a jamais fini. Il n'y a que seulement une profession de foi et une introduction à cet ouvrage. Et là, je vais vous citer notamment pourquoi il a appelé Choses et autres. Il écrit la dénomination de journal, outre qu'elle eût été impropre, me répugnait suffisamment pour ne pas l'accepter. Je me suis arrêté au titre Choses et autres, qui ne limite mon imagination dans tel ou tel genre, mais qui me permet d'aller folâtrer à ma guise dans tous les jardins pour y butiner en liberté les fleurs qu'il me plaira. Donc on retrouve déjà son style d'écriture qui est vraiment plaisant à lire aussi hein, dans son journal. Ça se lit assez facilement. Et là, on voit qu'il veut vraiment rédiger quelque chose qui est assez spontané, qui n'est pas trop réfléchi. On va le retrouver dans ses carnets. Hein, il écrit souvent, voilà, il écrit souvent au jour le jour ou le lendemain dans sa chambre. J'y reviendrai rapidement après. Mais ces rapports à l'écriture personnelle ne sont pas arrivés. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas réveillé un matin en 1921 en disant je vais écrire un journal. Il y a déjà ce premier projet qui est resté inachevé. Alors est-ce que c'est une erreur de jeunesse ou pas? Enfin, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, il y a ce premier projet de mémoire. Et on retrouve aussi dans l'introduction qu'il écrit de cet ouvrage, euh, il justifie un peu cet ouvrage de la manière suivante. Et d'ailleurs, ne vaut-il pas mieux 1000 fois, au risque de composer une œuvre moins parfaite, moins féconde en maxime oral, écrire des lignes vivantes que tout le monde pourra lire sans difficulté, ou, s'il m'est permis de parler ainsi, sans lunettes, plutôt que de remettre ce travail à 9 heures ou 10 heures du soir quand la vieillesse y aurait imprimé l'odeur d'une lampe qui s'éteint. Voilà. Donc on retrouve déjà ce qu'il va faire plus tard, ces carnets de souvenirs, c'est cette écriture justement de lignes vivantes. Et ça, on va le retrouver. Hein. Si vous consultez cet ouvrage, je pense que vous le percevrez aussi euh, dans la plume de Grant. Donc il y a ce premier projet, et on a aussi son carnet lorsqu'il était séminariste entre 1892 et 1894, lorsqu'il était au grand séminaire de Coutances. Et ce carnet, en fin de compte, il va laisser place beaucoup un peu à l'introspection aussi. Il va beaucoup se livrer sur voilà, ce qu'il vivait au séminaire. On retrouve beaucoup aussi de comptes rendus un peu de ce qu'il vivait lors des retraites annuelles et notamment mensuelles. Donc c'est très intéressant pour étudier cette période-là de son parcours. Et ce carnet fait environ 70 pages. Voilà. Donc sur je dirais, oui, environ un peu plus de 2 ans. Il y a seulement 70 pages de rédigé. Mais il est très intéressant de le consulter. Donc, on retrouve aussi déjà quelques petites choses qui vont définir là aussi ce que vont être les carnets plus tard. Notamment sa relation avec le travail. Ce qui explique là, c'est que le travail va lui permettre de tenir à jour son carnet, mais aussi dans les fonctions qu'il aura plus tard. Il est vraiment attaché à cette notion de travail et de ne pas remettre à le lendemain ce qui sera fait, sera à faire aujourd'hui. On va revoir qu'il y aura aussi
certaine régularité dans son œuvre. Je viendrai, mais voilà. C'est aussi un carnet ici qui est intéressant de consulter. Peut-être est-ce que ça l'a inspiré pour faire son journal personnel. Il se peut, tout ça pour dire en fin de compte, voilà. Il a eu des premières expériences et relations avec l'écriture du mois, l'écriture du jeu. Et donc, sur les carnets de souvenirs, ici vous avez donc des carnets notamment manuscrits, voilà à quoi ils pouvaient ressembler. Donc les carnets qui couvrent une grande période, hein, de 30, 38 ans, si c'est bien ça. Un carnet manuscrit dont on conserve notamment les 50 premiers numéros seulement sous format de microfilm et les 18 autres, je crois, donc sous cette format-là, les carnets vraiment originaux, et aussi une partie de souvenirs qui sont racontés sous la forme de feuillets dactylographiés. J'y reviendrai, donc on a trois supports, les microfilms, les carnets manuscrits et les feuillets dactylographiés pour consulter cette source-là. Et quand on s'intéresse déjà à savoir de quand il écrivait, où il écrivait, comme Frédéric Thomas l'a mentionné, c'était souvent dans sa chambre, très tôt le matin, souvent entre 5 et 6 heures. Ça arrive très souvent. Il fait pas mal de mentions, justement, quand il commence à rédiger ses souvenirs. Il est 6 heures du matin, l'évêché est endormi, je peux rédiger mes souvenirs. Et il apprécie vraiment de le faire à cette période-là, quand tout est calme, quand voilà, quand il n'est pas encore perturbé par toutes les pensées ou les rencontres, toutes les rencontres du jour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il peut aussi rédiger de manière très occasionnelle ses carnets, ses souvenirs en déplacement, en voyage. Par exemple, je prends ici un exemple, hein, en mai 1950, lorsqu'il revient d'un voyage à Rome, il consigne les souvenirs le 17 mai qui remonte au 2 mai dernier. Et il écrit là, alors sous la contrainte notamment du temps qui lui manque, et aussi dans un lieu public, le train, là donc c'est un lieu qui va changer de sa chambre. Hein. Est-ce que c'est pas la même intimité, c'est pas la même façon de décrire ses souvenirs? Et il écrit d'ailleurs euh, les chaos du train influent sur mon écriture et aussi la malchance qui m'a fait oublier mon stylo au Mans ou à Paris. Ce n'est ni ma plume ni mon encre habituelle. Et il rajoute aussi, quelques jours plus tard, je ne sais quel caprice a mon stylo ou de quel accident il a été victime. Il écrit rugueusement et ma pensée s'en trouve arrêtée. Je m'agace des oppositions. Donc voilà. Il y a aussi une relation particulière du diariste avec ses carnets. Il faut qu'il y ait une situation, une certaine habitude. Là, en 1950, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il rédige, qu'il tient ce journal. Et il y a vraiment des petites habitudes, je pense, qui ont contraint parfois sa pensée. Donc c'est intéressant de voir la relation aussi vraiment très intime qu'il avait avec ces journaux-là. Et s'il écrit ses carnets, ça interroge évidemment les intentions derrière la pratique. Hein. Je pense que vous l'avez peut-être déjà deviné. S'il écrit, ce n'est pas pour seulement consigner ses pensées le soir et s'en débarrasser. C'est vraiment, il y a une notion de le léguer à l'histoire, le léguer à la postérité. Et ça, c'est quelque chose qui revient déjà de manière très régulière. Il l'écrit dans ce carnet. Dès voilà, en août 1935, hein, il écrit qu'il ne faut pas livrer avant 40 ou 50 ans après sa mort de telles appréciations sur les hommes ou les événements, à moins qu'on ait le temps de le faire soi-même en opérant le tri nécessaire. J'ai pris mes dispositions pour qu'il en soit ainsi de ces notes. Donc, dès août 1935, il pense à quoi faire de ces carnets plus tard. Et là aussi, hein, en août 40, hein, je peux vous citer, il écrit ces anecdotes sur la guerre sont en soi peu importantes, mais elles serviront à illustrer une histoire globale qui est toujours une synthèse des faits locaux. Donc là, on voit bien qu'il écrit pour l'histoire et léguer aussi son témoignage euh, voilà, de simple d'évêque et sur les événements qu'il pouvait vivre aussi lors lors de cette période-là, lors de la guerre notamment. Et je relèverai pour l'anecdote, hein, le 1er septembre, il s'adresse aussi directement à nous, il pose la question quel chercheur plus tard relèvera leur variété. Voilà. Donc il s'adresse aussi à nous, il savait pertinemment qu'on allait un jour ou l'autre lire son journal. Et il y a aussi certaines sollicitations extérieures qui l'ont invité à poursuivre son œuvre. Notamment entre mai et octobre 1937, il y a eu une coupure dans son journal. Il n'a strictement quasiment rien écrit. Il y a une page blanche entre mai et octobre. Et quand il fait part de cela à Monseigneur Marmottin, celui-ci l'a fortement grondé de son interruption. Donc là, il l'a incité à reprendre l'écriture. Et souvent, même dès 1921, alors j'ai oublié qui l'a incité
rédiger ce journal, mais quelquefois des sollicitations extérieures l'ont invité à poursuivre la tenue de ce journal. Est-ce- S'il écrit pour l'histoire, s'il veut léguer quelque chose à la postérité, ça interroge aussi s'il y a une stratégie un peu de conservation ou pas de ces journaux. On peut retrouver certaines mentions des endroits où il conservait ces journaux. Notamment, dès juin 28, on apprend qu'ils étaient conservés dans le coffre-fort de l'évêché. Et c'est une information qui est réitérée 7 ans plus tard. Donc, il y a fort à parier que ces carnets ont toujours été à l'évêché dans le coffre-fort, sauf notamment pendant l'occupation. Euh, il écrit ou il relate le fait que ce carnet, il les a disséminés en plusieurs endroits, notamment à la fin de l'année 39, il les a envoyés chez son frère qui habitait à Percy, donc dans la Manche, et il les a ramenés à l'évêché finalement début 1940, car il considérait que c'était plus prudent quand même de les avoir avec soi. Mais 2 ans plus tard, en juillet 42, euh, je suppose que ces carnets ont été disséminés entre peut-être un ou plusieurs endroits, puisque lui-même l'écrit. Je voudrais corriger ce que j'ai écrire sur les Georges, mais où sont mes carnets disséminés? Donc, via cette question se pose, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de cacher ses carnets, puisque lui-même, semble-t-il, ne le sait pas. Mais en tout cas, il avait vraiment une stratégie de cacher ses carnets, notamment sous l'occupation. S'ils auraient été saisis par les autorités occupantes, on ne sait pas ce qu'ils auraient pu en faire. C'était une source très intéressante, hein, pour nous aujourd'hui, évidemment, historiens, mais à l'époque, peut-être qu'il y aurait eu des informations qui auraient pu intéresser les autorités allemandes. Donc cette stratégie aussi, elle se voit dans le fait entre mars et mai 1951, les 50 premiers carnets ont été microfilmés, là aussi à l'abbaye de Solesmes, et lui-même supervisait aussi un peu cette opération. Donc, s'il a réalisé un double des carnets, euh, c'est qu'il souhaitait peut-être en avoir une copie et éviter que si les carnets originaux brûlent, eh bien, on en ait une copie ailleurs. La question de où sont les 50 premiers carnets manuscrits, ça pose toujours de savoir où ils sont. Mais en tout cas, il a fait en sorte qu'ils nous arrivent bel et bien. Alors, pour rentrer aussi plus dans le détail sur ce que j'avais pu réaliser, c'est d'essayer d'étudier son rythme d'écriture. Je suis inspiré ici de la thèse de Stéphane Roche, qui avait écrit notamment sur sa thèse sur les carnets de Charles Julier en 2002, et qui avait fait un essai de rythme-analyse qu'il décrit comme étant inspiré de la critique génétique fondée sur des comptages quantitatifs, nombre d'entrées, de notes, de lignes, sur le nombre d'années et de pages, résultant en diagrammes et tableaux statistiques. Donc, je n'empêche pas de vous donner quelques tableaux statistiques dans cette présentation, notamment donc là pour étudier justement ce rythme d'écriture qui est inégal. Et on va voir, en fin de compte, on voit plusieurs périodes qui vont se dégager dans l'écriture de son journal. Déjà entre 1921 et 1927, c'est très inégalement réparti. Lorsqu'il commence en 1921, il y a seulement 47 pages manuscrites qui ont été rédigées, alors qu'en 1924, c'est 440 pages. En 1922, il y en a zéro. En 1927, on redescend à 115. Il n'y a aucune régularité. Pourquoi est-ce qu'il rédige beaucoup plus de pages en 1924 qu'en 1923? Bon, bonne question. Ce qui peut expliquer cela, c'est peut-être le fait qu'il était, donc, il a eu son voyage au Levant et aussi à Chicago pour le Congrès eucharistique international en 1926, 2 événements après lesquels il a rédigé un ouvrage, donc, notamment en lien avec qui a été fait à la demande du cardinal Dubois, si je ne me trompe pas. Et est-ce que le fait d'écrire des ouvrages, ça l'a empêché de prendre soin de son journal personnel? C'est possible. Et à partir de la fin des années 20 jusqu'à la fin des années 30, on arrive sur une période où il écrit toujours environ 250 pages par année. C'est assez régulier dans son écriture. Donc là, il prend sûrement ses habitudes. Il arrive voilà, à trouver son rythme d'écriture. Et on a quelques zones blanches là encore, hein, par contre. Par exemple, en 1933, il écrit 196 pages, mais il faut savoir qu'entre février et août, il n'y a strictement rien. Donc c'est aussi inégalement réparti dans les années. Donc je me suis amusé aussi à relever tous les jours qui étaient consignés, et on voit très bien parfois qu'il y a des trous dans le calendrier, là où il n'écrivait pas. Donc ce qui est intéressant de voir par contre,
C'est pourquoi aussi je me suis intéressé à Monseigneur Legrand sous l'occupation, c'est que sur la période de la guerre, entre 1940 et 1944, c'est là où il écrit le plus. On passe toujours, chaque année, à plus de 500 pages manuscrites, donc autant dire si on veut étudier une période en particulier, celle-là, on a beaucoup de choses à lire. Mais c'est une période un peu à part. J'y reviendrai aussi quand je vais parler de la censure justement de ces carnets. Là encore, elle se distingue dans cette histoire des souvenirs. Et à la fin de l'occupation, le rythme là, il ralentit, hein. On voit très bien au milieu des années 40, il revient à environ 400 pages rédigées par année, 400, 421, 432, 435. Un petit pic là encore en 1950, 513. Il y a une sorte de plafond, voilà, qui arrive à cette période-là. Donc, les voyages ont repris après l'occupation. Peut-être qu'il a été beaucoup plus sollicité, évidemment, à faire beaucoup plus aussi de voyages à Rome. Donc, il y avait peut-être moins de temps à se consacrer aussi à son journal. Et la baisse que l'on observe aussi là entre 1952 et 1959 s'explique donc aussi peut-être parce qu'il avait énormément d'activités aussi, comme il tenait aussi le dictionnaire des lettres à l'Académie. Il avait énormément d'activités assez à droite, enfin à droite et à gauche dans dans son quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi cette baisse du nombre de pages manuscrites, mais une augmentation du nombre de pages dactylographiées. En fait, on va avoir deux formats de journal, de journaux. Donc, on voit en 52, il n'y a que 20 pages qui ont été dictées et dactylographiées par une de ses secrétaires, et on augmente progressivement. Donc, en 56, si on revient auparavant, en 56 et en 55, voilà, en 55, on voit qu'il y a 0 page manuscrite, alors qu'ici, il y en a 167 dactylographiés. Donc, pour celui ou celle qui veut étudier aussi cette période-là, entre 1952 et 59, il faut savoir qu'il y a deux carnets différents qui sont tenus aussi. Donc c'est un rythme d'écriture qui finalement est très inégal aussi dans le temps. En 56, hein, là je reprends mes notes, hein. En 56, c'est aussi là encore sous l'impulsion de son secrétaire et puis de sœur Françoise qui l'ont poussé à raconter ses souvenirs. Il écrit hein, le matin en compagnie de sœur Françoise, ma secrétaire, je dépouille mon courrier et je dicte mes souvenirs. L'après-midi, ce sera pareil et mes vacances deviendront ainsi des jours de travail intenses. Et donc là encore, à la fin de sa vie, il était sollicité par d'autres personnes pour poursuivre ce travail. Euh, et en 56, on avait en tout cas un pic aussi là, de souvenirs qui ont été dactylographiés. Donc je pense que Sœur Françoise a effectué un bon travail de sollicitation auprès de lui pour raconter ses souvenirs. Et donc, là encore en 57, hein, il écrit à un moment donné, le temps passe et même impossible même de jeter une note qui pourrait servir plus tard dans mes souvenirs. Donc il avait sûrement beaucoup moins de temps aussi à consacrer à cette pratique, ce qui explique cette baisse progressive. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que c'est une écriture de premier jet? Est-ce que c'est une écriture vraiment qu'il réalisait de façon sincère dès le lendemain dans ce carnet ou non? Ou est-ce qu'il est revenu a posteriori? Alors, oui, pour revenir avant. Par exemple, ici, sur ce graphique, on pourrait y revenir après. Je me suis amusé à relever notamment le nombre de jours qui étaient mentionnés dans les entrées du souvenir. Donc, par exemple, en 1921, seuls 22 jours de l'année étaient rapportés dans les souvenirs. Et si je prends par exemple 1943, 345 jours étaient rapportés dans les souvenirs. Donc, parfois, toute l'année était recouverte dans les souvenirs, et contrairement, des fois, en 33, il y en avait seulement 95 jours qui étaient relatés dans son journal. Donc, pour revenir à justement cette question de l'écriture de premier jet ou non, j'ai retrouvé par pur hasard dans un dossier une note préparatoire à l'écriture des souvenirs datés d'avril 1942. Donc, je pense qu'il n'a pas eu le temps de tenir son carnet pendant quelques jours. Il a pris quelques notes sur son petit bout de papier et il est revenu quelques jours plus tard pour écrire son journal. Donc, si on s'amuse à comparer cette note avec les souvenirs qui sont relatés à ces périodes-là, mais en fait, on voit un parallèle. Donc, ça lui permettait de se souvenir de ce qu'il écrivait. Et et là, on voit par exemple tout en bas, il écrit Retour, train comblé debout. Il a dû écrire dans son journal Je suis revenu par le train, je n'avais pas de place assise, c'était difficile. Voilà, il a dû se développer un peu plus que ces simples notes hein, qui lui servaient a posteriori. Et parfois aussi, il écrivait, hein, on sait qu'en janvier 53, il utilisait notamment ses agendas pour
revenir sur se souvenir de ce qu'il faisait et lui permettre d'écrire de relater ses souvenirs. Et quand on s'interroge aussi sur la sincérité, sur ces questions-là, dès août 34, donc une dizaine d'années après qu'il ait commencé à faire cette entreprise, euh, il écrivait La spontanéité et la sincérité sont toujours caustiques, plus ou moins, je n'y échappe pas. Je crois être juste et, sans souci des contradictions, je loue ou je blâme, selon les jours, les mêmes personnes. N'est-ce pas l'image de la vie qui ne mérite que des compliments ou des censures? Et donc, il a aussi une vision critique sur sa propre expérience. Ça, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans son journal. Donc, il est aussi autocritique sur sa façon de faire. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il s'auto-juge aussi. Donc, si vous le lisez, c'est carné vraiment sur la pratique de l'écriture. Il réfléchit aussi. Il y a quelques réflexions, des fois, qu'il va noter sur cette écriture du jeu, cette écriture du mois au fur et à mesure de son journal. Ce qui pose la question aussi lorsqu'il dicte ses souvenirs, hein, c'est que là, c'est Béatrice Didier, une critique littéraire, qui a estimé que cette manière de dicter des souvenirs, ça peut modifier plusieurs choses. D'une part aussi, il y a déjà la réintégration de la respiration dans le phrasé, dans le fait de parler. Il y a aussi peut-être une tentation de se censurer de manière plus importante en ayant un interlocuteur à qui on va dicter ses souvenirs et puis qui va le retranscrire, le dactylographier. Et elle explique aussi que le dicté peut amener celui qui dicte justement à se poser plus en personnage. Alors, là, je n'aurai pas d'éléments de réponse pour savoir si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, il y a aussi ce qui est intéressant de voir, c'est sur une petite période, entre septembre 56 et mai 57, on conserve aussi un carnet de notes, donc là, ce qui est à gauche hein, sur la présentation, et au milieu, la page dactylographie des souvenirs. Donc en fait, on va voir aussi certaines révisions de jugement où il va avoir qu'il jeter quelques notes aussi là auparavant pour rédiger ses souvenirs, puis ensuite il va les dicter. Et là, je vous ai mis un exemple, hein, il écrivait notamment au sujet du père Gabel. Le père Gabel est maintenant borgne et il reste autoritaire, totalitaire, voulant tout faire par lui-même. Ça, c'est ce qu'il y a dans la version manuscrite. Et dans la version dictée, on a le père Gabel reste autoritaire, voulant tout faire par lui-même. C'est beaucoup plus court. Donc, une personne qui voudrait, mettons, réaliser certaines recherches sur cette période-là, entre septembre 56 et mai 57, il faut savoir qu'il y a deux sources différentes. Donc là, c'est peut-être intéressant de comparer les deux aussi pour voir s'il nuançait certains propos ou pas, s'il coupait des paragraphes entiers ou pas. Donc, il faut le savoir aussi. Sur la censure du carnet aussi, donc là, je vais finir là-dessus, c'est que je me suis amusé à compter tous les passages qui ont été censurés dans ces carnets. Euh, Notamment car, justement, Frédéric Lomagne l'a déjà exprimé, et j'y suis revenu tout à l'heure aussi, mais c'est que l'écriture, il considérait qu'il fallait laisser déjà un certain délai entre le moment où c'était écrit et puis le moment où on pouvait l'ouvrir aux chercheurs ou autres. Mais il a beaucoup censuré. J'ai relevé alors 463 passages supprimés, euh, environ alors 90% qui ont été gommés. J'estime qu'on ne peut plus du tout relire ce qui a été écrit. 4% qui ont été cachés seulement avec un bout de papier. Donc là, on ne peut plus voir ce qui est écrit aussi dessous. Et 6% qui ont été raturés. Donc là, on peut encore lire ce qui était écrit dessous. Donc pour savoir ce qui a été censuré, c'est difficile de le savoir, d'autant plus quand c'est uniquement si on consulte les microfilms. Là, on ne peut pas s'amuser à regarder ce qui a été rédigé, évidemment. Mais c'est une pratique qu'il avait dès septembre 1926, hein, en compte. Il écrit hein, dans son journal, On ne peut tout dire, on comment tout écrire, et la plume d'un évêque se doit de ne laisser paraître que des jugements mesurés. Et il relisait ses souvenirs, soit par curiosité, soit pour rechercher des informations sur le passé qui pouvaient lui être utiles à l'instant présent, mais aussi pour justement les censurer. Et là, il y a un passage assez intéressant en mai 54 où il écrit donc la mère Marie-Joseph m'a été secourable dans son office, et c'est à elle que j'ai demandé d'effacer certains passages de mes carnets ou de coller des feuilles blanches sur certaines pages, quand le loisir de me relire m'inclinait des atténuations. Je dois dire qu'elle en était satisfaite, car, sans jamais me permettre une observation, elle était heureuse que je corrige certaines spontanéités ou malices de jugement. Voilà. Donc, est-ce que, surtout dans les années 50, il s'est mis à relire ses carnets et à les censurer?
Il est très probable, mais je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il l'a fait exactement. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de voir aussi que il y a une période qui concentre quasiment toute l'intégralité des passages censurés. C'est là entre 40 et 44. Voilà. Pour quelle raison? On peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas savoir ce qui a été écrit, évidemment, ce qu'il a raturé. Mais c'est aussi, enfin, quand on s'intéresse à cette période, je m'y suis intéressé dans mon second travail de recherche. euh, J'aurais presque voulu savoir ce qu'il y avait en dessous, parce que finalement, est-ce qu'il nous a caché des choses? Ben, effectivement. Mais c'est une pratique, voilà, c'est très régulier, hein, pour les années 20, 30, 50. Et sous l'occupation, il a énormément relu ses carnets. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de peut-être de relire ses carnets des années 30 pour censurer, effacer certains passages peut-être, mais là c'est uniquement de la spéculation. Et pour vous faire voir à quoi ça ressemble notamment, sur les microfilms, ça ressemble à ça. Donc on ne pourra pas retrouver ce qu'il écrivait. Parfois, ça pouvait seulement être une phrase, quelques mots, parfois des paragraphes entiers. Donc, de quoi parlait-il? Bonne question. Mais si on consulte cette source, il faut avoir aussi cette dimension en compte pour pouvoir les lire et les consulter. Voilà. Et donc j'en ai fini avec ma présentation. Et, je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, on peut applaudir éventuellement. Bien, merci beaucoup pour vos deux présentations qui mettent bien en perspective ce travail de l'écriture. J'ai été frappé par la convergence de vos propos autour de cette question aussi des délais entre l'écriture et la diffusion qui m'a fait songer, puisque tu avais évoqué le plancher à ce fameux passage remortel, quand tu me liras, je ne serai plus, ce qui est en effet une volonté de léguer à la postérité un témoignage. Alors, un témoignage, et j'ai été aussi très sensible à la question de la censure. Un témoignage, mais de quel ordre et avec quelle information? Est-ce que l'on est conscient, d'où peut-être aussi l'intérêt de la correction après coup? Apparemment, c'est ce qui se produit. Est-ce qu'on est conscient de ce que l'on va léguer visiblement, aussi bien Baudrillard que Grant sont conscients de ce qu'ils vont léguer à la postérité. Donc là, on a vraiment un jeu qui est tout à fait intéressant, qui montre bien que ces deux hommes, je pense à Baudrillard, à Grant, avaient conscience de l'importance aussi de leur rôle social et finalement de ce qu'ils pourraient aussi transmettre en matière de valeurs ou autres, même s'il y a aussi des éléments plus de vie quotidienne. Intéressant aussi les conditions de l'écriture. Comment est-ce qu'on écrit? Dans quelle position, allongé dans son lit ou ailleurs? Et bien entendu, dictée, écriture, ça n'est pas tout à fait la même chose, en effet. Alors, il y a un célèbre mémorialiste qui a beaucoup dicté, c'est Napoléon, qui dicte non seulement à un, mais à plusieurs personnes en même temps, c'est-à-dire que le récit sera pas forcément le même ou ceux qui entendent ne vont pas avoir exactement la même façon de transcrire ce qui a été dicté, parce que dans la dictée, il y a aussi ça, il y a toujours une perte d'information par rapport à l'écriture directe. Donc je pense là aussi que c'est intéressant de prendre cette dimension en compte et la comparaison également est tout à fait fascinante parce que c'est là aussi, on sait très bien que quand on dicte, on peut corriger derrière. Il y a aussi cette double écriture, l'écriture à la suite de la dictée et puis l'écriture quand on corrige. Euh, donc, euh, donc, toutes ces remarques me laissent penser que vous allez avoir des lecteurs. Je pense que Grant aura des lecteurs, je l'espère en tout cas. Et auparavant, et avant de disperser pour aller acheter l'ouvrage, vous avez peut-être des questions à poser. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, travaillé sur la mission en Orient de Daniel Pouvoir, grand monseigneur de Violet. Ce qui m'avait impressionné, c'était le caractère super patriotique
de sa mission dans le Levant. Ça en devenait presque insupportable à la lecture et en fait, en plus, alors ça avalise effectivement votre option d'une nation plein d'activités en 1921 pour la rédaction de l'ouvrage qui paraît en 1922. J'ai vérifié ça, même si en fait il fait du copier-coller, on ne le faisait pas à l'époque, mais par rapport à ses discours, parce qu'en fait, ces pages sont remplies des discours qu'il prononce à Smyrne, à Jérusalem, etc., à Constantinople, etc. C'est quelque chose d'assez conséquent. Ce qui m'amène à la question, parce que vous en parlez relativement peu, là, à l'instant que vous en avez peu parlé, de la tonalité des carnets. Est-ce que du coup, ça permet aussi d'analyser le processus et sa réflexion, le processus d'écriture et sa réflexion. Est-ce que cette tonalité tellement patriotique, qui correspond bien entendu aussi à l'esprit du temps et qui correspond aussi à l'esprit de la mission qu'il a remplissait au nom du gouvernement français, puisque vous avez été envoyé là-bas par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que cette tonalité se retrouve dans ces carnets intimes ou pas? Et peut-être aussi une deuxième question. Vous avez indiqué qu'il avait planqué en guillemets ses carnets pendant la période de l'occupation, et en dépit de l'autocensure, est-ce qu'il y a des motifs de savoir pourquoi il les avait planqués? Est-ce qu'il y avait vraiment des révélations, des secrets? Là, je retourne à l'esprit anecdotique qu'on a planté du doigt au départ. Merci. Qui veut répondre? On peut commencer. On va commencer. C'est vrai que je pense que en fait, le processus d'écriture avec les souvenirs du Levant, en fait, c'est vrai qu'il faut expliquer, c'est le récit de voyage qu'il publie. C'est le premier récit de voyage qu'il publie. Donc, il y aura celui de Chicago qui va venir ensuite. La tonalité n'est pas la même, en effet, dans les carnets sur le patriotisme, parce que, en fait, les souvenirs du bois, c'est quand même c'est vraiment une commande pour le cardinal Dubois, et d'ailleurs avec des envies de promotion qui vont avec. C'est dans le moment de sortie de guerre. Alors c'est frappant parce que donc c'est quand même un évêque qui n'est pas du tout ancien combattant. Bon, il a été un peu menacé de mobilisation. C'est un peu obscur cette affaire-là, mais bon, il est trop âgé. Il est un peu plus. Il est né en 1872, mais il aurait pu être mobilisé. Mais bon, mais c'est vrai que les photographies de Grant au moment de l'élection épiscopale, il y a à nos enfants morts pour la guerre, et puis l'enfant de Percy, c'est l'évêque qui est dans son monde, et là, ce que vous racontez de la mission d'Orient, c'est un peu, c'est suranné, parce que, enfin, lui, il est vraiment dans sa relation à Dubois, quoi. Enfin, en fait, le cardinal Dubois, donc il faut juste je vais répondre rapidement. Il y a deux absents, enfin, il y a deux personnes clés à qui il ne confie pas le fait qu'il rédige des carnets. C'est le cardinal Dubois, le plus proche confident, en plus que Baudrillard encore. Et le cardinal Baudrillard, il ne lui a pas dit tout à l'heure dans mon exposé, mais en fait, il ne lui dit pas lui-même qu'il écrit son journal parce qu'il craint la révélation, mais il est aussi dans un jeu de secret par rapport à lui. Donc, c'est assez fascinant, en fait, le mécanisme du personnage. Juste je réponds, la guerre, c'est vrai que il est obsédé par la censure. Alors, la censure des lettres, la censure ça, c'est dans l'épiscopat aussi, on voit, il y a toujours, on craint en permanence là, depuis la Convention d'action française, quoi. Enfin, ils sont dans cette idée que les courriers sont espionnés, donc il est sur ses gardes. Et en fait, il enterre les carnets chez son frère en Normandie, puis il se ravise et il dit, mais c'est pas possible. Je vais les ramener chez moi, comme ça, et j'aurai plus confiance.
Et il raconte par ailleurs il dit pas grand-chose sur la perquisition de son évêché, mais il raconte celle qu'il entend de Cardinal Baudrière, où on menace son journal aussi est menacé. Enfin, donc c'est cette ambiance-là, quoi, hein. Plus que ce qu'il peut écrire, je dirais. Mais peut-être ça peut, enfin, il faudra peut-être. Pour compléter, c'est vrai que sur les motifs, savoir pourquoi il est caché, c'est notamment ce qu'il aurait dit à plusieurs reprises, c'est qu'il considère que ces écrits-là ne peuvent pas être lus dès le lendemain du fait qu'ils aient été écrits. Donc pourquoi est-ce qu'il les cachait? C'est qu'il fallait attendre 20 ans ou 50 ans avant de pouvoir les léguer ou les ouvrir à la lecture à autrui. Donc il y a ce motif-là. Sous l'occupation, bah, c'est souvent voilà, les conditions font que cette ressource-là, il faut la préserver des yeux des curieux, notamment. Mais il y a assez peu de mention de vraiment pourquoi il le fait. Donc, de souvenirs, euh, il va rapidement, il va le mentionner, mais il va pas aller au bout de son idée. Enfin, il va pas aller préciser, je les ai cachés, etc., parce que pour raison X ou Y que j'ai faite. Donc, après, voilà, on peut spéculer ou peut-être émettre des hypothèses, les vérifier. Peut-être difficile de le faire, mais Par exemple, il y a un jeu enfin, intéressant, parce qu'en fait, j'explique un peu aussi dans le commentaire. En fait, il est convaincu qu'il perd souvent ses carnets dans son propre évêché. Mais en fait, il accuse, enfin, il soupçonne son entourage de négligence. Et en fait, il faut plutôt comprendre enfin, à mon sens, hein, la perte par des jeux de pouvoir à l'intérieur également des évêchés du Mans, où tel secrétaire qui était particulier ben, n'est plus particulier, il est un petit peu mis sur la touche. Enfin, il y a toute une ambiance, en fait, un microcosme assez fascinant de relations de pouvoir là, qui... Alors évidemment, il faut un peu sortir de ça, parce qu'il y a plus que ça dans le roman, mais il y a beaucoup ça quand même. Et donc, c'est un aspect qu'il faut avoir ça. Parce que par exemple, sur la relation Pion-Spidou, c'est essentiel, mais on voit très bien que ce qu'il peut dire de Pion, c'est on a un portrait inverse en fait d'une relation extrêmement compliquée avec Pion, extrêmement froide, tout simplement parce que Pion ne le nomme pas, enfin bloque sa nomination comme archevêque. Alors que Pie XII, évidemment, il a tous les affinités intellectuelles, personnelles, etc. Mais il le nomme cardinal, il fait un enfin cardinal contre l'avis de l'épiscopat français, puisque il faut attendre. Il est nommé archevêque à titre personnel en 1943. Il faut attendre 1950 pour que Pie XII fasse pression sur l'ACA pour que les archevêques de France, dont le cardinal Suard qui est mort, mais c'est Suard qui bloquait à l'époque, l'introduisent au sein de l'ACA. Vous voyez, c'est un jeu de pouvoir hein, à l'interne. pour compléter aussi, là, j'ai une citation que j'ai omise de mentionner, mais en 1946, il y a 5 carnets qui auraient disparu. Et à ce moment-là, justement, il écrit où sont-ils? Comment ont-ils disparu? Pour quelle fin? Je ne puis me l'expliquer, je suis inquiet. Voilà, donc ça revient, ça illustre un peu ce propos, le sens de savoir pour quelle fin est-ce que quelqu'un les a pris, qui les aurait pris. Enfin, dans la façon dont il l'écrit, c'est est-ce que c'est lui qui les aurait perdus ou quelqu'un qui les aurait pris pour des raisons X ou Y? Bonne raison. Bonne question. C'est du moyen. Oui, C'est c'est ça. le mot de la cassette. Je reviens très brièvement sur la question de l'évêque qui ne serait pas ancien combattant, mais il fait partie de la génération des curés Sacodo. Est-ce qu'il a fait son service militaire? Non, 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 donc non, il a non. été Ah, exempté. c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il est pas, il peut pas combattre. C'est De toute ça. manière, il aurait été versé dans l'aumônerie Ah oui, puisque. oui. Ouais, Donc ouais. voilà. Non, je voulais avoir Oui, cette oui, oui. petite précision. Ça s'est posé la question parce que pendant la guerre, il y a le jeu de la consistoriale qui interroge le cardinal Dubois sur l'archevêque d'Ouron à l'époque. Hein, Hum. et en fait, il y a une petite incertitude sur cela parce que
on veut le faire nommer à Luçon, hein, et donc on le trouve trop jeune et potentiellement mobilisable à Rome. Enfin, c'est vu de Rome, hein, donc c'est pas forcément la réalité française. Euh, et cette nomination-là, elle arrive en fait. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir enfin, quelqu'un de la génération de Benoît XV, puisqu'on a beaucoup, enfin, on est mieux éclairé avec les biographies puis sur les ouvrages généraux sur la génération suivante. Et là, il y avait un petit peu, on manquait de. Là, c'est un témoignage de premier ordre de la génération Benoît XV. Donc, on a un, un, enfin, proximité avec Monseigneur, l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Rude, qui est alors là, une personnalité complètement différente, hein, de Grant, hein. C'est son ami des Carmes. On dirait presque un évêque, lui, un évêque patriote, hein, qui est totalement dans l'esprit enfin, l'évêque de Strasbourg, mais l'évêque ascétique aussi. Donc son meilleur ami, c'est quelqu'un qui finalement une forme d'antithèse dans l'épiscopat. Je ne sais pas si Monseigneur Huc avait eu lui-même, pourtant c'était son meilleur ami, hein, ancien condisciple. Je ne pense pas qu'il ait eu connaissance des carnets grands, d'écriture. Il se réunissait régulièrement avec trois évêques, hein, qui étaient tous les aux vacances. Donc Monseigneur Marmottin, ça c'est une figure aussi très intéressante, hein, de l'archevêque de Reims qui finalement n'a pas été élu au cardinalat à cause de la guerre. Et Marmottin, il avait connaissance des carnets. C'est le seul évêque, à ma connaissance, qui ait eu la primeur. Donc, il y avait guère que son frère, archevêque de Reims, Monseigneur Marmottin, et sa famille. Et la famille au sens large, enfin au sens sang, mais famille aussi épiscopale, enfin famille évêchique, comme il l'appelle, hein. Mais on imagine aussi soumis au secret. Je pense pas que, enfin je sais pas, il faudrait enquêter dans le clergé diocésain. Je pense pas que le clergé diocésain savait cela, quoi, hein. C'était la curie de César. Donc c'est vrai que, enfin, par rapport à Baudrillard, c'est vrai enfin, il y a des choses aussi qui sont, on a des éléments qui se rajoutent à ce qu'on sait de Baudrillard, quoi. C'est vrai. Oui. Maintenant, juste une approche sur la liste spirituelle. Est-ce que dans ces carnets, on peut voir aussi des notes sur sa vie spirituelle personnelle? Par exemple, que vous avez mentionné, c'est bien que c'est surtout entre 5h et 6h le matin qui écrit. Est-ce qu'on sait des informations sur son calme spirituel, des prières peut-être? On la connaît par ses panégyriques, si vous voulez. On la connaît par les vies de saints qu'il rédige, plus par sa dévotion. Alors, s'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est le retournement enfin, le retournement de sa dévotion à Sainte Thérèse de Lisieux, à Thérèse de Lisieux. Enfin, on ne sait pas si c'est un peu méchamment, là, c'est une dévotion à Mère Agnès de Lisieux qu'à Thérèse. En fait, non, je dis ça sur l'humour, hein, mais en fait, de 1900, enfin, les carnets, vous intéressez vous pourrez lire cela. En fait, les carnets révèlent en fait une sorte de froideur, hein, initiale de Monseigneur Grant à l'égard de Lisieux et même de Thérèse de Lisieux, la sainte plutôt de Pie XI d'ailleurs, hein, il y a aussi cet élément-là. Et en réalité, il y a un retournement. Il devient très proche du Carmel de Lisieux et de Mère Agnès au moment de l'élection académique, parce que Mère Agnès agit aussi pour son élection, et à ce moment-là, les choses changent, hein. Alors, j'ai oublié de dire aussi, il y a le côté normand, c'est-à-dire que lui, il était plutôt, il était dans c'était la Sainte-Postelle, vous voyez, il y avait d'autres saints qu'il voulait mettre en avant, et Thérèse de Lisieux lui parlait peu.
Il raconte pourtant en 1925 les cérémonies romaines, hein, mais il n'est pas sensible à ça à ce moment-là. C'est qu'après. Euh, Pour compléter, notamment, dans ces carnets, si on s'intéresse à sa spiritualité ou à son action pastorale, c'est pas forcément là de souvenir, on va vraiment retrouver toutes les informations de ce qu'il va mettre en place. C'est plus, il va renvoyer souvent aussi dans ses souvenirs, euh, quand il écrit aujourd'hui, je suis allé quelque part, faire un discours ou autre, on se reportera à la semaine du fidèle pour retrouver mon discours autre. Donc, il renvoie beaucoup le lecteur aussi vers des ressources, des sources extérieures pour notamment de toute façon dans son action pastorale. Là, il renvoie beaucoup voilà, vers les publications officielles ou autres. Donc, de souvenir, il développe pas énormément ces côtés-là dans son journal, sous réserve de confirmation, mais c'est pas là où voilà, on va retrouver toutes ces notes. Pour l'action pastorale, non, il faut se reporter à ces dossiers, aux dossiers administratifs ou alors à la semaine du fidèle. Il le dit clairement des fois. Par manque de temps aussi, il s'économise du temps pour écrire autre chose ou relater d'autres rencontres quotidiennes. mais votre question pose aussi la question du journal spirituel, parce qu'en réalité, c'est un enjeu aussi, évidemment, dont il a conscience, hein, en tant qu'ecclésiastique, etc. Alors, pour répondre sur le champ épiscopal, en fait, il a- il n'a pas été dans l'édition, mais il a été enfin, il a été associé d'une certaine façon aux extraits des journaux spirituels du cardinal Suard, enfin, donc, qui sont les carnets, hein, qui ont été publiés en 1952. Et finalement, il, en tant qu'évêque, c'est le genre d'addition qui le satisfaisait, hein. Il était dans ce cadre-là. Mais c'est pas un lecteur de mystique ou vous voyez, dans sa bibliothèque, on peut suivre, hein, d'ailleurs aujourd'hui ce les livres qu'il recevait ou qu'il montre en fait plutôt des choses, on va dire, de l'institution, hein. Bon, il a publié les carnets de Joubert, hein, vous savez, donc en 40, c'est intéressant parce qu'en fait, au moment où il écrit beaucoup, comme l'a dit Alexis, il a beaucoup de temps, en fait, plus de temps, il a moins de voyages. À la guerre, contraint, il met du temps à revenir tous les jeudis à Paris pour l'académie. Bon, il y a un calendrier qui change là, hein. Et on voit que bon, la dureté du temps, il y a des pages évidemment qu'il écrit sur le début de l'occupation qui sont pas très importantes, mais il a une façon de dériver un peu de ce temps difficile par les carnets Joubert. Donc, et donc, il faut voir une œuvre protéiforme, puisque, comme il a été dit, il mène de front le dictionnaire des lettres françaises, qu'il a énormément de mal à faire éditer. C'est un souci, je veux dire, il trouve pas d'éditeur. C'est une histoire incroyable, ça aussi, hein, l'édition des dictionnaires. Faut aller au Canada après-guerre, mais au Canada, non, ça marche pas. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc, c'est vraiment un éditeur, hein, là aussi, de difficulté de produire cela. Et il produit donc, enfin, il écrit très prolixe pendant la guerre. Les morceaux de Choisy de Joubert. Il lance la collection de la Bonne Presse, la Noble France, dans l'air du temps, hein, évidemment. Alors, un détail qui peut vous intéresser, il ne s'est jamais rendu à Vichy. Contrairement à d'autres évêques, hein, comme on le sait, le canal-sueur en premier lieu. Et là, il y a quelque chose il a senti un peu le danger de Vichy par des échos qu'il avait. Donc, il y avait une certaine je dirais que c'est un provincial quand même, enfin je veux dire au sens un provincial normand qui d'origine, bon, même si son père était négociant en vin, qui s'était enrichi, il y a quand même
la fibre populaire, même si évidemment il a construit tout un personnage différent par la suite, mais il a une certaine prudence quand même dans la guerre qui se manifeste. Alors que finalement, académicien, il aurait eu finalement tous les risques, enfin toutes les sollicitations de Pétain pour aussi apparaître comme une caution. Après, est-ce que Pétain n'avait pas aussi des réticences lui-même à l'égard de Grant, comme d'autres? C'est possible aussi, hein. Il y a tout ça. Il faudrait intégrer beaucoup de choses dans la réponse. Mais il était en effet il était dans le cercle Bordeaux, etc. Donc, en effet, à la Libération, c'est très clairement quelqu'un qui va rester sur des élections les plus traditionnelles, contre le renouvellement du temps, donc très hostile à Maritain, très hostile au réseau de renouveau de l'Église de France, et conforté par Pie XII en ce sens, parce que Pie XII, en fait, euh, très intéressé par l'Académie française, trouve en Grant un relais zélé qui lui en fait qui lui arrange enfin qui arrange les demandes des académiciens pour rencontrer Pie XII, notamment lors du jubilé, parce que tout le monde veut aller voir Pie XII à ce moment-là, et les audiences il faut les obtenir par un pape qui peut être aussi malade, qui peut, bon, mais Grant les obtient. Et en fait, c'est fascinant cette relation avec Pacelli, là, bon, bon, ça va très loin, puisque à la fin, bon, ce qu'avait relevé d'ailleurs Christian Sorel, il y a une expression d'amour enfin, qui est écrite, mais comme un fils. En fait, Georges Grant a été dans l'attente d'un père dans toute sa carrière. Il a eu des déceptions, connu des déceptions avec Dubois, puis 11, bon, et enfin Pacelli arrive finalement comme celui qui l'a eh bien adopté, on va dire, hein, c'est assez fascinant de le voir qu'il l'a fait contre l'épiscopat français. Et contre le cardinal Suard. Le cardinal Suard, si vous voulez, c'est passionnant parce que c'est quelqu'un donc qui était évêque de Laval. Grande n'a pas poussé à sa nomination à Bayeux. Il n'a pas poussé comme archevêque de Reims. Et finalement, parce que, et faut aussi dire, c'est l'homme de Pie XI. Le cardinal Suard, c'est l'homme de Pie XI, c'est celui qui est dans l'épiscopat, le relais de Pie XI. Parce que je me suis un peu, enfin longtemps j'ai cru que c'était Liénard Gerlier. Ah mais non, c'est vraiment Suard son homme lige, hein, et donc il faut comprendre que Suard bloque Grant, qu'il voit très régulièrement. Pendant la guerre, si vous voulez, il est le seul évêque de zone non occupée qui le voit tous les semaines, hein, enfin, et le cardinal Grant, enfin, pas cardinal, Monseigneur Grant se rend le jeudi à l'académie, et le matin, l'après-midi, c'est l'académie, et le matin, il y a deux stations. La première, c'est, enfin, souvent, la chambre du cardinal Suard, parce que on se rend compte que, en tout cas, l'hiver, il travaille aussi dans sa chambre, hein, le cardinal Suard. Bonne presse. Alors là aussi, des révélations sur la bonne presse, hein, le colloque qui a été publié sur la bonne presse. L'éditeur de la bonne presse, il n'est pas forcément très proche des acteurs de la bonne presse. Et puis ensuite, l'Académie française. Donc, vous voyez, c'est à la fois, en effet, il y a tout ce qu'on a raconté sur l'écriture, mais en fait, c'est la position, comme celle du cardinal Baudrillard, en fait, hein, on voit sa position qui donne l'attrait, en fait, et ses relations, évidemment, humaines. Et il rajoute lui-même
finalement de la complexité psychologique à tout ça. Vous voyez, enfin, c'est un peu le tableau qu'on peut dresser. J'avais cru voir une main se lever pour découvrir. Le dernier grand écrit pour être lu par d'autres, et aussi pour être lu par lui-même. Oui, 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 Est-ce qu'on voit tout à qu'il fait. corrige, voilà, il se texte, est-ce qu'on voit les effets de cette relecture de soi, de cette réappropriation après coup de ce qu'il a écrit pour conforter une opinion, se donner raison, estimer il avait été prophète autrefois en disant quelque chose. Est-ce qu'on voit cet effet-là dans son écriture ou non? C'est assez remarquable quand même le premier jet. Hein, on voit ce qui a été montré. En fait, c'est un premier jet qui est quand même pratiquement, enfin, qui peut être, enfin, qui est rarement retouché en fait. Hein. Il peut être caviardé, mais et à la dictée en effet reprécisé, mais quand même, c'est un premier jet de grande qualité, enfin, de première, enfin, pas de première qualité, mais de restitution. Hein. Alors c'est vrai qu'après, il y a nos archives du diocèse du Mans, Marie Pitette, on a il y a notamment une histoire du clergé français qui existe, qu'il avait envisagé. Bon, ça a été un long. Là, c'est quelque chose qui est inabouti, enfin, pas inabouti, il a été écrit, mais l'oraison funèbre, là, c'est vrai que ce que vous évoquez quand même par rapport à l'idée de retouche. Le journal, quand même, il y a un aspect euh, d'élan. On a l'impression qu'il écrit. C'est très fluide, mais c'est vrai que l'oraison funèbre, je ne sais pas comment elle a été réécrite, combien de fois elle a été réécrite, mais c'est énorme, quoi. Hein, ça travaille. Les morages sont, enfin, les traces sont importantes. Les discours réécrits, le discours de la réception il raconte ça dans ses souvenirs, le discours de réception à l'Académie française. On lui demande, bah, évidemment, on lui demande de tout raboter. Alors, ça l'énerve parce que, évidemment, il peut plus. Bon, ses correcteurs lui disent, bon, vous allez tout éliminer là. Il n'aime pas quand même ça. Comme vous le dites très bien, il aime se relire, mais il n'aime pas qu'on le relise pour lui. Enfin, comme tout à chacun. En complément aussi, il me semble que parfois il aurait eu la volonté de relire pour peut-être réécrire, mais qu'il n'avait pas le temps. Et il y a trop d'occupations, donc il n'avait pas le temps de refaire. Et j'ai quelques souvenirs de passages où il aurait bien voulu peut-être soit compléter des manques, des périodes durant lesquelles il n'a pas écrit. Donc il aurait pu retranscrire un discours a posteriori, peut-être 2, 3 ans après, mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il n'avait pas, cette spontanéité sinon, à ce moment-là, dans l'écriture. Mais par manque de temps, il n'a pas forcément réécrit ses souvenirs, bien que parfois il aurait voulu le faire, je pense. Est-ce qu'en quelques phrases, vous pourriez me dire si les carnets euh, permettent de connaître les raisons, des réticences de Pion à son endroit, d'une part, et d'autre part, très simplement, parce que j'avoue mon ignorance, au plan politique, quel a été son parcours? Euh, la relation à Pillon, en fait, enfin, je la lis, hein, peut-être que d'autres auraient d'autres interprétations, mais je la lis vraiment sur le plan de la carrière, parce qu'en réalité, finalement, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il, il exprime en fait alors, il prend le point de vue générationnel, hein, c'est-à-dire qu'il va dire, ben, finalement, on est un peu la génération sacrifiée, génération Benoît XV, en fait, des évêques qui ont été, enfin, qui avaient finalement, qui bridés par Pie XI, qui n'ont très peu d'archevêques dans ce milieu-là. Donc, ce qui lui sert, c'est en fait de voir des liénards, des Gerliers, des Suards, en fait, nommés, donc l'épiscopat Pie XI, quoi, en fait. Hein.
c'est quelque chose qu'on voit de l'intérieur. Alors que lui-même se considère comme étant dévoué au pape durant la crise d'Action française. Et, alors, il perçoit très mal, en fait, peut-être les choses, parce qu'en fait, il est, il y a une clé, c'est la relation avec le nonce Maglione, donc le nonce qui a été chargé par Pie XI d'appliquer la condamnation d'Action française, et en fait, il a pour mission de surveiller Solesmes, notamment, et donc Monseigneur Grande joue le jeu, mais à Rome, on n'est pas, il est l'évêque des châteaux, et donc tous les archevêchés auxquels il aspire, il est vraiment dans le dernier rang à chaque fois. Rennes, Tours, Reims, Lyon, enfin, il est toujours nommé, jamais sélectionné. Donc, là, il en veut à Pie XI, en fait, hein. Il ne comprend pas les choses. Enfin, il les comprend trop bien, quoi, hein, vous voyez. Et donc, ça, c'était la première question. Et la deuxième, je ne sais plus, La sur... révolution politique. Ah oui, bah, en fait, c'est assez complexe à répondre parce que donc il est clairement avant-guerre, il est clairement il joue sur l'académicien de droite. C'est en particulier lors des parce que en réaction à l'épiscopat pacifiste que j'ai étudié, c'est-à-dire au moment où les évêques de Pie XI ben, sont sommés après la Constitution française d'être dans la ligne pontificale, hein, notamment sur la question de la paix. Hein. Et lui, il joue la carte droite nationale, patriotisme, pour être élu pour être reconnu par la droite académique. Donc il joue clairement cette carte-là, mais il la joue par conviction certainement, mais beaucoup par stratégie en fait. Et quand on reverse les choses après-guerre, c'est assez complexe, enfin il est complexe parce que, par exemple sur la question, évidemment dans l'Ouest, c'est posé, vous savez, après le second conflit mondial, c'est posé la question de l'enseignement privé. Et à ce moment-là, Grant, c'est le relais du MRP au moment de la grève de l'impôt contre eux. Alors, il est plutôt dans la ligne, on va dire, bon, comme le cardinal Roch, hein, il est beaucoup plus modéré. C'est l'évêque de l'Ouest. Alors, il dit bien parce que il invoque là le fait que le diocèse du Mans soit pas du tout comme celui du Luçon ou de Bretagne, hein, en disant, bah, nous, on a une réalité plus complexe à jamais. C'est tout simplement parce il est tellement proche des cercles du pouvoir, si vous voulez. Jean Le Tourneau, c'est son confident aussi, hein, donc, oui, c'est quand même un personnage qu'il faut voir sur sa carrière. Et en effet, les dernières années sont passionnantes parce que plus il avance, plus il a de pouvoir. Alors évidemment, il est affaibli, etc., mais jusqu'au bout, à tel point que, vous savez, peut-être en 1958-59, alors il est mourant, on va dire, hein, général de Gaulle s'appuie sur Georges Grant pour notamment pour l'élection, et en même temps, il bloque Morand à l'Académie française. Donc, plus il avance, plus il a de pouvoir. C'est la leçon un peu du personnage. Sur l'occupation aussi, enfin, sur son parcours politique, je peux t'ajouter sur l'occupation. Notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va distinguer la personne du maréchal et la politique de l'État français. On va très bien voir que dans toute la durée de la guerre, avant et même après, il va avoir l'image du vainqueur de Verdun, il va défendre cette image-là. Par contre, la politique de Vichy, au début, va peut-être justement la soutenir sur certains points, être très attentif justement à l'enseignement privé, aussi bien au début de l'occupation qu'après-guerre. Et il va progressivement aussi condamner, du moins dans son journal, l'État français après 42, notamment à partir d'avril ou de juillet. Là, il change un peu de position sur ces questions-là, en 2 mots.
Question précisément. Vous avez dit tout à l'heure que il était devenu cardinal malgré l'opposition en fait, des épiscopats français. Pourquoi les évêques, enfin, je pense, particulièrement difficile, nous ne sommes pas au courant, pourquoi les épiscopats français s'opposaient à cette nomination de cardinal? Alors, s'il y avait d'autres, quels sont les autres candidats qui étaient. Pourquoi cette opposition d'une partie des épiscopats à grande? Je dirais un peu pour les mêmes raisons qui l'empêchaient d'accéder, enfin d'être nommé archevêque à l'époque Pillon. C'est-à-dire qu'il reste. Alors, en fait, il y a une des accusations qui transparaît enfin, contre lui, c'est l'ambition vraiment incarnée. C'est-à-dire que, en fait, il est en fait, si vous voulez, bon, une des pistes, quand vous êtes Achille Liénard, quand vous êtes, évêque de Pilons, vous êtes aumônier militaire, vous avez monté l'action catholique spécialisée, vous avez des brevets, si vous voulez, et vous voyez un évêque qui certes tient son diocèse, mais qui n'est pas dans l'ère de ce temps-là, hein, qui en fait va plutôt encourager les cérémonies traditionnelles, les panégyriques, vous voyez, c'est l'académicien de l'Église de France, quoi, vous voyez. Donc on peut pas être au four et au moulin. C'est pas certes il a un auxiliaire, etc., mais c'est pas l'évêque au sens organisateur du modèle Pie XI. Et en fait, il est bon il est bon au discours des saints, etc. Alors c'est vrai que ça perdure parce que dans le temps, tout simplement, il y a une sorte de jurisprudence à l'ACA, enfin pour l'Assemblée des cardinaux archevêques, qui fait qu'on ne va pas aller contre l'avis initial de Suard en 43. Il les met en 43 dans les conversations entre eux. Et en fait, il faut attendre la mort de Suard pour que Pie XII, enfin sollicité par l'évêque, va pousser pour son introduction. Et à ce moment-là, bah, finalement, les papes mêlent devant le fait accompli Monseigneur Liénard et les autres, finalement, qui sont obligés d'accepter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est passionnant comme affaire, quoi. Oui, oui, en plus. Non, non, tout à fait. Oui. Oui. Tout à fait, oui. Bah, c'est-à-dire que, oui, il y a aussi une relation avec le maître de l'ordre dominicain, puisque Père Gillet, lui, ils étaient tous les deux en concurrence sur le siège académique. Donc, les réseaux de l'un jouant contre l'autre, notamment avec Alfred Boudrière, qui finalement va pencher du côté de Grande pour obtenir le résultat. Tout ça, c'est vrai que ça amène un tableau assez touffu quand même, hein, des choses. Et c'est vrai qu'il y a un côté miraculé chez Grande, c'est-à-dire que finalement, il était perdant sur tous les, pas sur tous les plans, parce qu'il avait son diocèse, il était quand même académicien, mais il avait quand même l'idée que finalement, il était passé à côté de quelque chose au moment où sa carrière, parce que alors, quand on regarde sa carrière, objectivement, il est évêque pendant 40 ans du Mans, et on peut, en termes de carrière, bon, du côté de Jacques-Olivier Goudreau, et c'est tout autant que moi, mais ça peut être considéré comme une stagnation. Et tout son talent va être en fait de se servir du Mans, proximité de Paris pour l'Académie française, et faire du Mans finalement un siège cardinaliste, puisqu'il a une Saint-Julien, mais qui a à la Saint-Julien, donc la fête Mancel, il invite les archevêques que nomme Pie XI, justement, les cardinaux de Pie XI, et puis à la fin, c'est lui-même qui est le cardinal de Pie XII, qui est sur le. Mais bon,
bon, dans ce milieu, évidemment, qui n'est pas que d'église, hein, puisque il déborde euh, sur le monde politique, sur... oui. Justement, pour ces relations remontent, est-ce que l'arrivée de Pacelli à la secrétaire d'État en 1930 change quelque chose par rapport au secrétariat de Caspary? Et par ailleurs, est-ce qu'en 53, si j'ose dire, ça lui fait quelque chose de recevoir le chapeau de cardinal? Est-ce qu'il le commente dans son journal? Est-ce qu'il prend possession de son titre cardinaliste? Je ne sais pas s'il était cardinal diacre ou prêtre. Il y a bien une cérémonie romaine afférente. Est-ce qu'il a commandé quelque chose? Alors, sur la première question, Pacelli, très clairement, dès le début, c'est la personne qui le repère et qui est repérée par Grant. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs Pacelli qui, très rapidement, parce que il se trouve que, bon, sans rentrer dans les détails, hein, c'est désormais les cardinaux qui s'occupent des affaires des nominations épiscopales après la Constitution française, hein, enfin, avant, mais, hein. Et donc, les cardinaux, ils donnent leur avis sur les candidats. Et Pacelli donne l'avis très favorable pour Georges Grand, pour des archevêchés. Mais c'est le pape, informé par le nonce, et les évêques français, et les religieux, diverses personnalités, qui va en fait bloquer les choses. Et en fait, il y a un retournement après coup de ce point de vue-là. Alors sur le cardinal, ce qui est impressionnant, c'est que il le présente un peu comme une surprise, mais en fait, il le savait quand même dans les mois qui viennent, hein. Il rejoue un peu la scène en disant j'apprends la nouvelle, mais on sait avec Feltin, ils étaient tous les deux. Ils savaient qu'ils allaient aller. Parce que Cardinal Feltin de l'archevêque de Paris, lui, ça a été pendant les premiers temps de son épiscopat il comprenait pas que Rome, il attendait son consistoire, mais en disant mais je suis archevêque de Paris, mais je peux pas aller au Congrès eucharistique international de Barcelone en n'étant pas cardinal. Enfin, vous voyez, il y avait tout cet aspect-là. Il y avait vraiment une incompréhension complète. Finalement, Grant est plus mesuré, lui, dans ses carnets, mais il raconte très bien ça. Alors, il le raconte après coup. Il est un peu, malheureusement, il est malade à ce moment-là, donc il ne peut pas être aussi fort. Il raconte seulement un détail. Bon, je n'ai pas dit beaucoup d'anecdotes, mais j'en donne une. Le cardinal Feltin ouvre. Enfin, ils sont dans le train qui va vers Rome et Feltin autorise des photographes de Paris Match à le prendre en photo. Grant refuse, lui, refuse toute photographie de photographe. Par contre, il va être très attentif aux signes romains de sa représentation, puisqu'il va faire apposer une plaque lapidaire dans son église romaine en hommage à Pie X. Donc, toute une stratégie, en fait, sous Pie XII, d'être d'ailleurs, il va prononcer un panégyrique de Pie X à Notre-Dame de Paris. Et il est soucieux, en fait, il est très soucieux du jeu romain. Et beaucoup plus que Feltin, hein, évidemment. Enfin, Feltin, il reste à Paris Match et à Paris, il a de quoi s'occuper à Paris, hein, avec les prêtres ouvriers, etc. Mais et donc à ce titre-là, le voyage de 54, parce qu'en fait, vous savez que les trois cardinaux au moment de la crise des prêtres ouvriers ont été donc, sont allés à Rome, comme on sait, hein, convoqués à Rome. Hein, le cardinal Grand n'accompagne pas les trois cardinaux volontairement. Il invoque des raisons de santé, mais effectivement, il est malade. Mais Marmottin est bien conscient du jeu qu'il mène. Et en fait, il va se rendre après
à Rome après les trois cardinaux. Et c'est le seul, en fait, c'est le seul séjour romain que l'on n'a pas. Mais on en vit. En fait, c'est pas forcément pour dénoncer, enfin, c'est pas forcément pour avec une, le père Congar a dit qu'il y avait des listes de, le père Congar a dit qu'il y avait des listes des évêques qui donnaient des listes de religieux proscrits. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est dans l'esprit quand même, hein, dans l'esprit différent des autres cardinaux. Il est lié au Saint-Office, il est lié à Pissardo, dans l'autre camp, on va dire. Hein. Amen. Je suis désolé d'avoir un peu été dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est une carrière un peu longue faut comprendre aussi. Y a-t-il encore une question? Non, pas de question? Oui. À propos du profilage des carnets, vous avez mentionné que c'était vraiment l'écriture en ligne de ce processus de garder dans le futur des carnets. C'était vers quelle date à peu près? Et ensuite, est-ce qu'il est mentionné dans le carnet avec la suivante de ce processus de rester dans l'histoire? Sur le microfilmage des carnets, c'était en mars et mai 1951. notamment. Donc là, on a quelques échanges de lettres avec l'abbé de Solesmes, je crois, ou du moins le photographe de l'abbaye. Donc on sait un peu que le Monseigneur Laporte envoyait son secrétaire aussi pour superviser un peu les opérations. C'était fait donc oui, pendant 2, 3, 4 mois. Euh, Après, pour les autres carnets, c'est seulement les 50 premiers qui ont été microfilmés, les autres non. Peut-être un jour seront-ils numérisés, je ne sais pas. Donc, voilà, si ça répond à la question. Juste un point de complément. Après, le microfilmage, en fait, est lié aux événements de la guerre de Corée, en fait, aussi, parce qu'il craignait la menace atomique. Et il a choisi la voie du microfilmage parce que en réalité, il a été donc, il a consulté à Rome un dossier de béatification microfilmé par un Carmel français, je crois, et il a été impressionné par la qualité de restitution de la photographie, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de ce microfilmage. À consulter pendant des heures entières, c'est un peu Oui, long. oui. Ouais. Mais tout ça, ça revient aussi à l'idée de la construction de l'image aussi du personnage. Je pense que c'est ce qui transparaît aussi dans ces échanges. C'est vraiment tout au long de sa vie, via son journal autre, il construit son image. Et donc, il profite de cette opération pour être sûr que ça va être transmis aux générations futures. Y avait-il beaucoup de miroirs à l'échelle du Mans? Je rebondis en lien avec ça. En fait, je ne sais pas si vous savez, il existe quelques minutes qui ont été tournées au moment de la mission en Orient, tournant 1919-1920. C'est disponible à la nation, au jardin Albercan, au musée Albercan de Bologne, parce que c'était un opérateur d'Albercan qui a la délégation. Et ça va dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, c'est terrible à quel point Grant regarde l'objectif. Regardez, ça fait des arrêts sur image, et tout le temps. C'est ce qui se retrouve aussi sur les photos qui existent, en particulier de la mission. S'il y en a un qui pose et qui regarde l'objectif, c'est lui. Et même encore une fois, dans ces quelques minutes, Oui, parce que je me permets de rebondir, c'est en fait ce que l'image, c'est ce qui est révélé. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Le journal m'intéresse, vous l'avez peut-être constaté, mais ce qui m'intéresse autant, c'est les albums photographiques. Parce que en fait, il a 10 albums photographiques qui sont aussi en lien. Bon, je suis plus dans le deuxième, dans le commentaire en fait, et l'image de Grant, interrogée par l'album, par la photographie, mais par aussi le tableau. On apprenait des choses aussi sur le film, parce que
on est peu consulté, mais c'est aussi une dimension du personnage qui est très intéressante, parce qu'en réalité, alors il est conscient de l'image jusqu'à un certain point, parce que en fait, notamment, lui, il est obnubilé par le portrait, hein, encore classique. Et c'est pour ça que j'ai mis, dans les souvenirs, j'ai mis une peinture, une fausse peinture, enfin, c'est une reproduction en fait de Tanfani, c'est un peintre romain qui a eu une photo de Grant, celle qu'on a été diffusée notamment au moment du début de son épiscopat, au moment de son élection académique. Et donc, il y a ça qui reste. Et ce qu'il écrit dans ses carnets, c'est surtout les portraits qu'on laisse de lui. Donc, ça évoque tout à fait ce que vous venez de dire. Il est obnubilé par l'image. Mais en l'occurrence, la limite un peu de son obsession, c'est qu'il est moins attentif aux photographes. Ça laisse la place à l'historien, parce que lui, en regardant les photographies, eh ben, il peut s'apercevoir des constructions, vous voyez, qui permettent en fait peut-être aussi de donner des choses d'une certaine façon à l'insu du personnage, quoi. Alors que dans son journal, c'est peut-être plus difficile, vous voyez. Bon, je laisse un peu le mystère c'est plutôt l'interprétation du commentaire. Je vais plutôt travailler là-dessus. Bien, je crois qu'il est l'heure de se quitter en remerciant donc Frédéric Lemoigne et Alexis Hamelin de leur participation à cette séance très, très riche. Je vais passer la parole à Martin pour quelques informations peut-être complémentaires. Et je remercie aussi l'ensemble des auditeurs de leur présence, que ce soit ici ou derrière leur écran. Bon, juste pour une annonce. Et puis d'abord aussi remercier ceux qui ont suivi en ligne. On se retrouve normalement pour les séances communes IPR et le séminaire de master de Jacques-Olivier Boudon. On se retrouve dans un mois, le 28 avril. Ça sera dans cette même salle, donc toujours 18h-20h. Et cette fois-ci, ce sera autour de la thèse d'Édouard Coquet qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Le titre, c'est Rome pour ou contre l'Empire. Les missions je ne sais plus, en Afrique 1918-1930. Donc c'est la position en fait de la papauté par rapport aux missions françaises, voilà, à l'étranger. Il y aura donc, ça sera présidé par Jacques-Olivier Boudon et il y aura Laura Pettinaroli qui est professeur à l'Université Lyon 2, qui est spécialisée en histoire religieuse contemporaine, et puis Édouard Coquet sera là pour venir présenter son livre. Édouard Coquet étant maître de conférence dans cette université. Donc toujours comme d'habitude, vous recevrez une invitation et essayez de bien vous inscrire le plus tôt possible. Voilà. Et en tout cas, merci aussi pour votre fidélité.